Bien, nous allons commencer donc cette courte conférence, puisque nous sommes ici plusieurs députés européens qui avons largement contribué au succès que représente le vote qui est intervenu tout à l'heure dans l'ensemble. Qui ont à voir avec notre administration américaine. Est-ce que Human Rights Watch a déjà présenté une étude très détaillée et qui précise bien que ces attaques émanent du régime et qu'il s'agit bel et bien d'armes chimiques. Qu'en d'autres termes, attendre, cela n'a pas vraiment beaucoup de sens. Engagement en matière de ratification de la Charte européenne des langues. Jill Evans, qui est la présidente du groupe ALE, c'est-à-dire celle qui nous représente en tant qu'entité spécifique à l'intérieur du groupe écologiste, Vert ALE. László Tőkés, qui était le shadow rapporteur pour le groupe PPE au sein de la commission culture et qui a donc contribué à obtenir que la présidente, qui est de son groupe, Madame Doris Pack, retienne ce rapport et l'inscrive à l'ordre du jour de la commission. Iñaki Zarrabalbeitia, j'y suis presque, qui est donc député de l'ALE et qui est basque et qui est intéressé au premier chef par cette question des langues menacées de disparition, et mes deux collègues du Sud, José Bové d'Occitanie, José Bové donc qui du groupe Vert ALE, que vous connaissez tous, et Michel Rivasi, qui est de la région sud-est, comme moi-même. Donc voilà un peu. Donc nous attendons Younous Omarjee, qui a annoncé qu'il arrivait et qui est le coordinateur au sein de la commission culture pour le groupe de la gauche unie européenne et qui est membre du Parti communiste réunionnais, donc qui est une personnalité qui, comme Jean Jacob, s'intéresse beaucoup à la langue créole. Voilà, donc je ne vais pas en rajouter puisque j'ai pu faire une déclaration. Cette conférence de presse vient un peu en complément car la procédure qui a été retenue pour le vote de ce rapport n'a pas permis qu'il y ait un débat formalisé au sein du Parlement européen. Cependant, je crois que dans ces conférences de presse, il est bon que chacun de ceux qui ont contribué à ce que ce rapport soit voté avec la très large majorité que vous avez vue. Donc il y avait eu l'unanimité en commission de la culture et là on a un score qui dépasse les 95%, si j'ai bien vu. Donc c'est vraiment parce que des acteurs se sont mis dans tous les groupes au travail pour convaincre leurs collègues. Alors, la parole d'abord à José, puisque je sais qu'il doit partir rapidement. Je vais demander à chacun d'entre eux de dire un mot sur leur implication et sur leurs sentiments après le vote qui est intervenu tout à l'heure. Alors oui, tout d'abord, excusez-moi, mais parce que souvent il y a plusieurs conférences de presse qui ont lieu en même temps, et comme je vais aller ensuite dans une autre conférence de presse sur une situation grave qui a lieu en Irak, pour des gens qui ont été expulsés d'Irak et renvoyés en Iran, alors que ce sont des opposés iraniens. Et donc, évidemment, je crois que c'est important aussi de participer à ça. C'est aussi le rôle du Parlement européen de se battre dans ce genre de situation. Moi, j'étais très content ce matin de ce vote parce que c'est quand même quelque chose de très important qui s'est passé sur à la fois la reconnaissance et sur le fait que les langues aujourd'hui, si on ne les parle pas, si on ne permet pas leur apprentissage, elles peuvent disparaître, elles peuvent être en voie de destruction. Et donc, comme a dit François Alfonsi en plénière, c'est effectivement une menace pour les cultures européennes. Donc je crois que très symboliquement déjà, le fait qu'on ait eu ce vote à une très large majorité, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, je dirais qu'à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur des États européens, je pense que c'est aussi quelque chose d'important, que c'est très symbolique que ça intervienne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui a lieu en Catalogne la grande marche de l'identité catalane, où ils espèrent réunir plus de 400 000 personnes dans cette grande chaîne humaine. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi qui contribue. Le fait qu'on vote aujourd'hui, c'est un message qui est envoyé aussi au gouvernement espagnol par rapport à la volonté des peuples de décider eux-mêmes de leur avenir et donc de construire autrement l'avenir de nos pays. Et troisièmement, c'est un signe aussi qui est donné
au président de la République français et à son Premier ministre par rapport à la ratification qui n'est toujours pas faite et la mise en œuvre sur les langues minoritaires des directives européennes. Et je crois que là-dessus, la France va devoir, après ce vote, ne peut plus ignorer sa responsabilité par rapport à l'ensemble des populations qui parlent des langues dites minoritaires. J'aime pas le terme minoritaire, mais comme c'est le jargon employé, je l'emploie. Ce sont des langues à part entière, qui sont peut-être parlées par moins de monde, mais pour autant, ce sont des langues qui ont une valeur identique, si ce n'est pas plus. Voilà, donc moi je me resterai là, mais je crois que c'est important. J'ai salué nos amis catalans, parce qu'aujourd'hui ils marchent, et ils marchent pour leur avenir, et donc moi ça me paraît tout à fait sympathique. Et comme dans le groupe en même temps viennent recevoir les Basques, tout ça, je trouve ça fort bien, et ça augure bien de l'année 2014. Voilà, merci. Bien, bon, il n'y a pas d'ordre de préséance, mais notre vice-présidente peut peut-être s'exprimer à son tour. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis très fière que ce soit François, membre de notre groupe, qui soit parvenu à obtenir l'adoption de ce rapport historique. Nous n'avons pas eu depuis 80 des rapports sérieux sur la diversité linguistique et les langues minoritaires en danger au Parlement européen. Dans les années 80, c'était aussi un membre de notre groupe qui s'était chargé du rapport. Nous sommes donc un groupe qui accorde une véritable priorité à l'identité linguistique et culturelle ainsi qu'aux droits des peuples à l'autodétermination. C'est le but même de notre alliance. Nous sommes pour la paix et les droits de l'homme également. Ce qui est intéressant lors du débat ce matin sur l'état de l'Union, c'est l'intervention du président Barroso, et il a demandé comment on pouvait rendre l'Europe plus forte. Et est-ce que c'est en garantissant l'égalité linguistique entre les pays et les régions pour que chacun puisse davantage jouer son rôle et construire cette Europe ouverte, démocratique et représentative dont nous avons besoin pour l'avenir? Ce qui est choquant, si vous prenez la carte de l'UNESCO des langues en danger, de constater que 2500 langues sont menacées aujourd'hui. Bien entendu, le danger n'est pas partout le même. Parfois, c'est dû au fait qu'il n'y a plus que les vieux qui parlent la langue, ou parce que le langage n'est plus utilisé à l'école ou dans les médias. Mais par exemple, pour l'île de Man, il n'y a plus que quelques moines. Le dernier moine parlant la langue est mort en 74 et il était le dernier locuteur de la langue de l'île de Man. Alors on essaye maintenant de réintroduire la langue dans les écoles, mais c'est un peu tard. Il ne faut jamais se retrouver dans une situation pareille où on a le dernier locuteur qui est en train de mourir. Donc j'espère que le rapport a permis de relancer le débat, de mobiliser, de faire comprendre la gravité de la situation, tout en donnant des exemples de ce qu'il est possible de faire pour prévenir une telle situation. Il faut planifier à temps. Il faut se pencher sur l'octroi des fonds. Enfin, il y a différents instruments à la disposition de l'Union européenne qui devraient lui permettre de faire la différence. Merci, Jill. Merci beaucoup. Je propose qu'on continue avec les groupes invités. Donc, László Tokes, dire deux mots, qui était donc, je le rappelle, le rapporteur désigné par le PPE pour accompagner la réalisation de ce rapport. Merci François. Dear Chairwoman of the European. Cher président de l'Alliance Libre, cher ami, tout d'abord, toutes mes félicitations à François Alfonsi. Félicitations, vous étiez donc le rapporteur à cette occasion. C'était vraiment un honneur que d'être rapporteur fictif de ce rapport
au nom du PPE. Alors pour moi, ce rapport est un petit peu plus qu'un simple rapport. Il s'agit pour moi de saisir l'occasion de la solidarité avec ceux qui parlent des langues qui sont aujourd'hui menacées, donc langues minoritaires ou des langues de peuples opprimés. À mon sens, il s'agit là d'un rapport véritablement exemplaire pour ce qui est de la protection de langues menacées. Pour ce qui est donc aussi de la comparaison avec la protection que l'on confère ici aux animaux ou aux plantes, la nature, eh bien il était grand temps de s'occuper aussi de cette protection-là. Il était vraiment déplorable qu'il y ait au sein d'une certaine commission un conflit entre la nécessité de protéger les langues ou alors les langues qui sont en train de disparaître. Souvent d'ailleurs ce débat n'a pas lieu d'être puisque ce sont des sujets qui sont mélangés. Souvent les langues des minorités sont des langues qui sont vite menacées, comme les minorités hongroises par exemple, qui vivent en Roumanie, en Transylvanie. Donc, il faut vraiment souligner qu'il y a des langues qui ne sont pas menacées dans leur propre pays, par exemple le hongrois en Hongrie ou le roumain en Roumanie, mais qui sont menacées dans d'autres pays. Par exemple, les Chango en hongrois, en Roumanie, 80% d'entre eux ne connaissent plus leur langue, ou les Vlachs de Serbie. Leur situation est tout à fait similaire. Donc, il nous faut défendre leurs intérêts, les protéger dans leur langue et aussi dans leur identité nationale. Au sein de l'Alliance libre européenne, cette valeur a bien plus de poids qu'au sein d'autres groupes. Donc je dois dire que je me suis sentie très compris au sein de l'équipe de François Alfonsi. Permettez-moi également de relever un autre exemple concret. Je viens juste de recevoir une réclamation de la part des Roumains de Bulgarie. Quelques 170 000 personnes. Une communauté qui ne jouit d'aucune formation en Roumanie. Autrement dit, ils ne peuvent pas apprendre leur langue dans les écoles bulgares. Et il y a toute une série de cas tout à fait similaires partout en Union européenne ou presque partout. Donc il nous faut absolument travailler là-dessus. Il nous faut être vraiment beaucoup plus engagés, plus actifs dans notre engagement pour les droits linguistiques des communautés. Il en va de même pour les Hongrois, les minorités hongroises partout. Il s'agit là d'une solidarité exprimée avec et pour ces communautés. Je vous remercie. Merci, László Tokes. Donc, je propose un autre groupe qui s'est associé à ce travail. Donc, Monsieur Younous Omarjee, qui est de la Réunion, du Parti communiste réunionnais, et membre du groupe GUE, qui est un des groupes du Parlement européen. Merci. Je tiens d'abord à féliciter
François Alfonsi pour la qualité de son rapport et également pour avoir proposé au Parlement européen de réfléchir sur ce que je considère être un enjeu de civilisation. Vous avez deux processus en cours qui se déroulent et qui devraient éveiller notre attention et notre vigilance. Je crois qu'on en a parlé, c'est la disparition des espèces et de la biodiversité. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la 6e vague d'extinction des espèces dans l'histoire et c'est de loin la plus grave dans ses conséquences dans l'histoire du monde. Et je crois qu'il y a une sous-estimation aujourd'hui de cet enjeu. Et vous avez un deuxième processus et phénomène de disparition, c'est la disparition des langues dites minoritaires qui partout s'éteignent dans le monde. Et ce sont des phénomènes qui sont irréparables. Lorsqu'une espèce disparaît, le plus souvent, elle ne revient pas. Et lorsqu'une langue disparaît, elle meurt pour toujours, et pour l'une comme pour l'autre, c'est un appauvrissement de l'humanité. S'agissant de la biodiversité, vous avez tous vu qu'il y a eu un processus quand même qui est né en 1992 avec la conférence de Rio, où il y avait eu deux protocoles, l'un sur le changement climatique, l'autre sur la biodiversité. On est loin du compte dans la mise en œuvre d'une gouvernance pour faire face à ce problème de perte de biodiversité, mais quand même, il y a eu une amorce de prise de conscience. S'agissant de la perte, de la disparition des langues, je crois qu'il nous faut, dans le prolongement du rapport de notre collègue Alfonsi, plaider aujourd'hui pour un véritable Rio de la culture, pour reprendre la même expression qui était utilisée en France par mon collègue Jacques Ralit. Un Rio de la culture pour véritablement lancer au niveau international une mobilisation et la mise en place d'une gouvernance, d'une véritable gouvernance pour le maintien de la diversité culturelle face au phénomène d'uniformisation. Car la disparition des langues s'inscrit dans un mouvement encore plus large, qui est celui de l'uniformisation du rouleau compresseur des cultures dominantes qui écrasent les cultures premières, les arts premiers, et aussi les langues dites minoritaires. Donc je pense qu'il y a ce lien qui doit être fait. François l'a rappelé, je viens d'une île, la Réunion, où nous avons une langue régionale, le créole, qui est une langue très vivante. Il n'y a pas de langue plus vivante que le créole, puisque c'est la langue qui est celle qui permet les échanges entre les Réunionnais. Mais malgré tout, nous gardons en mémoire que cette langue a été combattue. Elle a été combattue par le pouvoir central, et que si ces langues se sont maintenues, c'est grâce à des phénomènes de résistance. Il y a une très grande diversité linguistique dans l'ensemble des Outre-mer français. En Nouvelle-Calédonie, ce sont 32 aires langagières. Je suis ici avec un ami poète de Mayotte. Bon, à Mayotte, on parle le français, le maoré et une autre langue également. Bon, une très grande diversité linguistique. Et cette diversité linguistique
apporte également un enrichissement considérable aux langues considérées comme dominantes. Parce que tout simplement, c'est chez nous aussi que se vit la francophonie. Bon. Et il y a des passerelles entre les langues qui sont considérables, et par le créole, par la vitalité du créole, par la vitalité de la littérature à l'ultrapériphérie, on enrichit aussi la langue française. Les exemples sont extrêmement nombreux. Et pour la vitalité même des langues dominantes, enfin, pour utiliser ce terme, il faut que les langues dites minoritaires soient également en mouvement et trouvent les meilleurs terrains d'expression. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage, mais bravo à François pour ce rapport, et je pense qu'il faudra trouver des prolongements pour donner un véritable contenu législatif à tout ça. Merci Younous. Jean-Jacob veut peut-être enchaîner sur la situation des langues créoles, mais de l'autre bout du monde, puisque oui, c'est dans la mer Caraïbe. Oui, je vais d'abord commencer par féliciter François pour le travail excellent qu'il a fait et l'adoption de son rapport. Bien entendu, je suis membre avec lui de l'intergroupe sur les langues au Parlement européen. Et il y a une constance, c'est que nous, écologistes, nous défendons toujours le fait qu'on puisse parler plusieurs langues et en fait et aussi les langues régionales et les langues dites minoritaires. Alors, j'ai entendu 2 fois qu'on a parlé de créole, mais j'aimerais tout simplement vous dire que le créole, ça n'existe pas. Moi, je ne connais que le réunionnais, le guadeloupéen, le guyanais, le martiniquais, et c'est la puissance dominante qui a nommé ces langues-là créoles. Donc, la première chose en termes de déconstruction intellectuelle, c'est de ne pas appeler ces langues-là créoles, mais de leur nommer pour définir l'identité. L'identité est guadeloupéenne, la langue est guadeloupéenne. L'identité réunionnaise, la langue est réunionnaise. Si, lorsqu'on est dans ce combat-là, c'est un combat éminemment politique et il faut le poser politiquement. C'est ce qu'on a fait avec ce rapport qu'on vient d'adopter et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait lorsque François et moi, nous avons été voir les conseillers du Premier ministre, du Président de la République, pour justement l'interpeller sur le fait que la 56e proposition du candidat Hollande était justement de ratifier la charte des langues régionales et minoritaires et que cette ratification était remise en jour tout simplement parce qu'il y avait un avis juridique du Conseil d'État sur l'impossibilité de le faire dans l'état actuel de la Constitution française. Nous disons que c'est un problème politique. Personne n'a voté pour le Conseil d'État, mais je me rappelle avoir voté pour François Hollande. Donc, le problème, il est politique. En France, il faut poser le problème de manière politique. Et c'est en adoptant ce rapport aujourd'hui, c'est un signe politique. Nous disons à François Hollande, regardez, après avoir adopté la charte, de nouveau, les Européens montrent la voie. Et c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Parce que les langues dites créoles, qui sont aujourd'hui pas menacées, mais c'est des langues qui deviendront menacées de facto. Toutes les études le prouvent. Lorsqu'on n'enseigne plus une langue, lorsqu'on ne l'enseigne pas, lorsqu'il ne passe pas à l'écrit, lorsque les supports audiovisuels, lorsque les moyens modernes de communication ne sont pas les vecteurs de cette langue, petit à petit, cette langue devient en disparition et devient minoritaire sur leur territoire même d'élection. Et je suis sûr que Michel, qui va parler de l'occitan, nous expliquera ça très bien. Il faut absolument que nous, aujourd'hui, il y a des langues dites créoles qui sont vivaces sur leur territoire d'élection, il faut les consolider et faire en sorte qu'ils ne deviennent pas demain des langues minoritaires et des langues en danger. C'est déjà le cas. On a parlé des langues mélanésiennes, mais il y a aussi les langues amérindiennes
qui sont des langues millénaires. La Guyane française est un territoire européen. Et sur ce territoire, il y a des langues qui, aujourd'hui, même sont en danger, alors qu'on scolarise des enfants sur le fleuve Mana à Saint-Laurent qui n'ont jamais parlé le français. Et ils sont scolarisés en français. Ensuite, on s'étonne qu'il y ait une vague, d'une part, d'analphabétisme et d'échecs scolaires, mais aussi une part importante de suicides de jeunes d'origine amérindienne en Guyane. C'est un problème dont la presse ne parle pas, mais c'est un problème qui est dû aussi à la perte d'identité accélérée par la perte et le non-usage de la langue. Donc, tout ça pour dire que je mènerai avec François le combat que nous avons continué à initier ici au Parlement européen. Avec le groupe Interlangue, nous allons justement organiser un événement qui parlera des langues dites créoles et je vous inviterai à ce moment-là à venir participer avec nous et je vous expliquerai plus en détail pourquoi il ne faut jamais parler de créole. Je vous remercie. Merci. Je vais demander aux interprètes si on peut abuser 5 minutes pour permettre aux deux intervenants, 2 minutes chacun, de donner aussi leur point de vue. Donc, parole au Basque et ensuite à Michel, avec qui nous partageons tous ces combats sur le terrain directement dans la région sud-est. Alors, Iñaki dira son nom tout seul. Hein. Irazabal Beitia. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar. Bonjour. Alors tout d'abord, je souhaiterais féliciter François. Merci de ce texte qui a vu le jour grâce à sa persévérance et sa ténacité. Alors un point fondamental quant au développement des langues minorités en Europe, tant au niveau communautaire que au niveau des États, c'est le suivant. Moi, en tant que membre de l'Académie basque et en tant que professionnel qui travaille pour la normalisation de la langue basque, eh bien, je peux vous dire la valeur, toute la valeur de ce document et je suis vraiment fière d'avoir pu y contribuer. Donc, il s'agit vraiment d'un document de référence au niveau communautaire, comme je le disais, pour donner une impulsion véritable à des politiques de développement de langue, pour mettre en place aussi des programmes, des mesures spécifiques. Mais il s'agit aussi d'avoir accès aux minorités dans les différentes communautés pour montrer aussi qu'on essaye de protéger leur langue et qu'on se bat pour la reconnaissance de leur langue et leur protection. Souvent, il y a une politique de laisser-faire, laisser-passer dans les pays d'Europe qui font finalement que la plupart des langues minoritaires finissent par disparaître. Donc il faut vraiment revaloriser les langues, toutes les langues, afin que nous puissions assurer, veiller à un niveau de reconnaissance partout. Et c'est donc un document de référence, je le redis, et je vous remercie. Merci. Bon, avant que tu parles, Michel, je veux saluer la présence de notre ami Raoul Romeva, qui est député catalan et qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ici, et qui est membre de notre groupe aussi. Michel, à toi la parole. Merci François et moi je réitère mes félicitations à mon collègue et ami parce qu'on travaille depuis de nombreuses années sur ce grand territoire du Sud-Est qui regroupe Rhône-Alpes, PACA et la Corse et donc à ce niveau-là entre la langue corse, l'occitan, on est confronté à ça. Mais moi d'abord la première chose qui me marque c'est que ce rapport c'est quand même une reconnaissance de l'autre. Et on ne peut avancer dans la vie qu'à partir du moment où on se sent reconnu. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre le doigt là-dessus pour reconnaître la différence. Alors, l'Europe, on parle de l'unité dans la diversité. Mais c'est l'unité dans la diversité en fonction des États et de la langue officielle. Et là, nous, écologistes et régionalistes, on va plus loin parce qu'on dit ça, c'est la langue officielle, mais on va au niveau des régions. Et que
pour moi, la reconnaissance des langues, c'est la reconnaissance d'écosystèmes. Parce qu'il n'y a pas que la langue, il y a la culture, il y a le patrimoine, il y a tout ça qui est associé. Et vous voyez tout à l'heure, Yunus, mon collègue de la Réunion, parlait d'un enjeu de civilisation et de la biodiversité. Alors vous savez qu'on se bagarre sur la biodiversité, effectivement au niveau des espèces, mais là on parle de la biodiversité des cultures avec tout ce que ça touche. Et je trouve que ça va vraiment au-delà, vous voyez, d'une protection des langues. C'est la protection et la reconnaissance de l'autre pour mieux s'adapter. Parce que plus on est nombreux, plus on reconnaît les identités, plus on est plus capable de s'adapter. Alors que la monoculture de la mondialisation, elle a tendance à tout mettre sur le même plan, et les gens, après, dès qu'il y a une différence, mais ils ne savent plus s'adapter. La deuxième chose, c'est le signe politique que ça représente. Parce que nous, Français, on est quand même interpellés et on interpelle le gouvernement par rapport à cette ratification de la charte des langues minoritaires. Et on ne comprend pas. C'est pour ça que c'est un message, ce rapport. C'est un message qu'on doit porter sur le plan politique pour dire mais qu'attendez-vous pour signer cette charte? Et surtout, qu'attendez-vous pour mettre les outils en place pour qu'il y ait l'apprentissage de ces langues? Parce que regardez l'occitan. L'occitan est parlé par une minorité de minorités et là, on est presque passé, si vous voulez, à un côté où ça va mourir. Parce que s'il n'y a pas une masse critique qui parle la langue, eh bien toute cette culture et ce patrimoine disparaît. Et après, ça devient des langues comme on apprenait le grec et le latin. Bon, ben nous, on ne veut pas passer à cette phase. C'est pour ça que le signe politique de ce rapport, on va le porter au niveau du gouvernement français et d'autres gouvernements qui ne respectent pas ces langues minoritaires, pour faire en sorte à ce qu'on n'arrive pas à ce seuil limite où après, il n'y a plus de pratique. Donc pour moi, c'est vraiment un rapport qui, au-delà, voyez, de la défense de toutes ces langues qui peuvent disparaître, ça va aussi pour faire comprendre à cette culture, à cette pensée unique qu'ont certains gouvernants, de leur dire non, l'avenir passe dans cette diversité, dans cette reconnaissance et les outils à mettre en place pour que ça puisse se faire. Donc merci François et merci à tous les gens qui ont été shadow rapporteurs et qui sont avec toi pour avoir participé à ce rapport qui a été quand même voté à une très large majorité, c'est ça qu'il faut dire. Donc ça veut dire que ça a touché tous les gens, quel que soit leur groupe politique et quel que soit leur État. Merci Michel. Donc oui, 645 voix pour, voilà, c'est ça. Et 26 contre. Donc et une trentaine d'abstentions quand même, je pense. 29 je crois. Donc c'est quand même un résultat très positif pour une démarche qui n'était pas évidente au départ. Hein. Laszlo, il a fallu quand même se montrer convaincant pour arriver au terme. Hein. Très bien, merci à tous. Et... Y a-t-il une question? Oui, posez-la. Faites vite parce que les interprètes après. Par contre, les interviews, on peut les donner dehors, il n'y a pas de souci. Hein. Excusez-moi, madame. Hi, I'm Lara Malvesi from the Spanish Press Agency CFA. I would like to know why. Agence espagnole. Pourquoi pourquoi spécifie-t-on une langue particulière dans ce rapport? Pas de langue particulière. Je ne crois pas qu'il y ait une langue particulière. Et qui soit cité dans le rapport, je n'en ai pas le souvenir. Nous sommes sur un problème générique dont Laszlo a décrit dans son aire géographique autour de la Roumanie qu'elle pouvait se poser dans plusieurs pays. On connaît bien la situation dans les pays qui sont limitrophes de la France, bien sûr, on les connaît de façon très très proche. Les problèmes se posent dans le nord de l'Europe, le problème se pose outre-mer. Donc il y a tous les espaces géographiques de l'Europe qui rencontrent la même difficulté de faire d'abord reconnaître et donner des droits à des langues qui sont des langues historiques de l'Europe, sont toutes des langues historiques de l'Europe, et ensuite obtenir que ces langues aient droit de cité et la capacité en termes d'éducation, en termes de politique linguistique, en termes de médias, la véritable capacité de la transmission aux générations futures, qui est la façon dont on mesure la vitalité d'une langue. La vitalité d'une langue, c'est sa capacité à se transmettre aux générations futures. Donc les situations sont diverses. Elles sont diverses à cause des États membres. Il y a des États membres comme la France, José et Michel l'ont dénoncé, et Jean-Jacob également,
mais il y a d'autres États qui sont quand même plutôt vertueux. Bon, moi, je cite assez souvent l'exemple de la Finlande, où il y a les deux types de cas de figure que l'on connaît, c'est-à-dire une langue frontalière parlée par une minorité de la population, dans le cas d'espèce c'est le suédois. Pour les Suédois, enfin, pour les suédophones en Finlande, ça se passe beaucoup mieux que pour les hongarophones de Roumanie, ça c'est sûr. Donc il y a déjà donc la prise en compte de cette minorité de 7 ou 8% de la population qui est suédophone et qui est entièrement assumée par les politiques publiques, à tel point que c'est une langue qui fait l'objet d'une véritable sollicitude. Et il y a l'autre cas de figure, c'est le peuple sami, donc les peuples de Laponie, du Grand Nord Arctique, où la prise de conscience de leur situation culturelle minorée a été faite par le gouvernement finlandais, qui a mis en place des mesures de reconquête et de remise à niveau des politiques linguistiques, qui a produit des effets non seulement sur cette langue, qui renaît, mais aussi sur l'estime de soi et sur la fierté des populations qui se sentaient totalement méprisées par le système dominant dans l'ancien système et qui aujourd'hui recouvrent la dignité et ça se traduit par moins d'addiction à l'alcool, ça se traduit par moins de délinquance, ça se traduit par des progrès sociaux qui sont des progrès sociaux considérables. Donc je crois que c'est un combat pour les valeurs universelles en réalité. C'est chacun est porteur d'une culture et c'est sa dignité que cette culture soit reconnue. Et si on ne respecte pas la dignité des peuples et des individus, eh bien on est au contraire d'une démocratie. Bien. J'avais une question, après je vais faire l'interview, mais Tony Glanchester, différents médias en langue macédonienne, quels sont les moyens que vous disposez pour faire les pressions sur les États qui n'ont pas encore ratifié ou mis en exécution cette charte et surtout, il faut changer peut-être aussi les conventions cadres du Conseil de l'Europe sur les minorités nationales parce que c'est l'État eux-mêmes qui décide qui est les minorités nationales dans un pays et pas la minorité qui existe et qui n'est pas reconnue par cet État pour les différentes raisons historiques ou politiques actuelles. Non, je crois qu'effectivement, le chemin à parcourir pour arriver à une vraie gestion démocratique de cette question est grand. Il est sans doute plus grand en Grèce qu'en Finlande, comme je le disais tout à l'heure. Mais le chemin est encore long et je crois qu'il faut faire de la politique, il faut faire des pressions politiques. C'est ce que fait ce rapport. Si on veut que les choses bougent, il faut le faire sur chaque territoire. Il faut que les Corses se battent et délibèrent et prennent des positions fortes pour la langue corse. Et puis il faut que ici et partout où on le peut, les États qui traînent des pieds ou les États qui sont carrément hostiles et rétrogrades soient montrés du doigt, soient mis en situation de s'expliquer, voilà, et à la longue, petit à petit, ce travail finit par porter ses fruits. Et c'est vrai que le président Hollande en France avait promis la ratification de la charte. Le fait qu'il ait renoncé à cette ratification, c'est quand même un acte de faiblesse considérable. Et c'est quelque chose qui est politiquement, on ne peut plus préjudiciable. D'ailleurs, notre intergroupe avait félicité François Hollande pour son élection et son engagement. Depuis, nous lui écrirons pour l'inviter à venir nous expliquer pourquoi il est revenu sur son engagement. Voilà. Et je pense qu'ils vont être un peu embarrassés pour le faire. Mais voilà, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et surtout, il faut qu'on s'unisse. L'intergroupe qui nous a réunis, tous partis confondus, dans cette même cause, a été déterminant pour arriver au vote de 95 ou 98% que l'on a vu tout à l'heure. C'est quelque chose, c'est une démarche qui permet de construire un souffle collectif et d'avoir à ce moment-là des gens, nous on convainc facilement au niveau des Verts ALE, mais pour aller convaincre au sein du PPE, pour aller convaincre au sein de la GUE, pour aller convaincre au sein du socialiste, il faut aussi des gens qui s'engagent et qui sont de cette obédience politique. Et c'est la chance qu'on a eue d'avoir un intergroupe vivant et qui a porté toute cette démarche. Voilà. Merci à tous et merci aux interprètes vraiment de nous avoir accompagnés jusque-là. Allez, la photo. Oh. Antonia, top. Merci. Thank you.